Bonjour Michel, Bonjour. ravi de t'accueillir Merci à toi. et d'avoir le plaisir et le privilège de faire un peu plus ample connaissance avec toi. En ce qui nous concerne, on pourrait parler de retrouvailles puisqu'on partage une enfance assez similaire, sujet qu'on va aborder en filigrane, mais pour l'instant, en guise de portrait rapide, on peut évoquer le fait que tu as mené plusieurs vies en une seule, ainsi que plusieurs combats. Pour planter le décor, retenons pour commencer que tu étais décoratrice d'intérieur dans les années 90. Le deuxième grand chapitre de ta vie débute lorsque tu es devenue coach de vie et conférencière spécialisée dans la confiance en soi. Tu es l'auteur d'un livre, une sorte de manuel de la confiance en soi qui se présente comme un guide pratique émaillé d'exercices et de références aux neurosciences, à la psychologie comportementale et à la philosophie spirituelle, des champs de recherche qui constituent également les 3 grands axes de l'accompagnement personnel que tu dispenses depuis une vingtaine d'années maintenant, avec une passion et une joie qui se lisent sur ton visage. Derrière l'association Équilibrance, dont tu es la fondatrice et le porte-parole, se cache une histoire personnelle à la fois éprouvante et inspirante. Voudrais-tu, Michel, nous en dire quelques mots ? Je te remercie beaucoup pour cette présentation pleine d'éloges. Je voudrais juste modifier une petite chose, c'est un mot, le mot combat. Parce qu'effectivement, autant mon début de vie était dans le combat, autant aujourd'hui, je remplacerai ce mot par expérience. Parce que je pense que nous vivons des successions d'expériences dirigées par nos choix de vie et que c'est ce qui construit notre vie chaque jour. Voilà. Et c'est ces choix de vie qui nous apportent soit une paix intérieure, soit un déséquilibre. Voilà. J'ai décidé de devenir observatrice de ma propre vie, de me transformer en laboratoire ou être spectatrice dans une grande pièce de théâtre qui est l'humanité. Et à la fois d'être dans un rôle, alors non plus dans un rôle de victime et ou de culpabilité comme j'ai pu le faire dans tout mon début de vie, mais de devenir véritablement responsable de mes choix et responsable de ma vie. Et je pense que c'est une vertu qui s'est un peu perdue dans les méandres de notre société actuelle. Et être responsable fait partie des éléments de base de la confiance en soi et que j'aime transmettre, justement. Alors, la confiance en soi, Michel, c'est ton credo, c'est ta vocation. Oui. Et on l'a dit, tu étais autrefois décoratrice d'intérieur. Ne serais-tu pas en définitive rester une décoratrice d'intérieur d'un tout nouveau genre ? Oui, alors on me dit coloriste de matière grise et paysagiste de l'âme. Alors je trouve ça très joli. Et en effet, autant j'animais des ateliers de loisirs créatifs Beaux-Arts autrefois, qui m'ont amené justement, qui ont été un tremplin en quelque sorte à ce que je fais aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, j'anime des ateliers d'estime de soi, de confiance en soi. J'accompagne les personnes à travers des séminaires, à travers des conférences, à travers aussi des instants de méditation en groupe. J'exerce à la fois en ce moment en Haute-Savoie et dans le Var et j'aime bien embarquer plein de gens avec moi plutôt que de faire des méditations seules. J'aime bien créer ces moments de partage dans la spiritualité qui n'a rien à voir avec la religion et de méditation active aussi. On a évoqué une enfance difficile. Tu es une enfant indigo, d'une sensibilité, une intuition et une empathie très développées, avec une intolérance à fleur de peau vis-à-vis des excès d'autorité et de l'hypocrisie notamment. Alors ce qui est le cas justement de nombreux enfants indigos, c'est que nos débuts de vie ne sont pas très faciles, parce qu'on s'aperçoit du monde qui nous entoure. On est en révolte. L'effet de ce que je dis, pas ce que je fais, nous agace fortement. D'ailleurs, souvent, on se retrouve au fond de la classe parce que si on a un professeur qui est très pédagogue, ça va bien. Mais si
s'il a un comportement qui n'est pas juste pour nous, on a beaucoup de mal à apprendre. Enfin bon, il y a tout un tas aussi d'autres cas de figure hein, de nos révoltes. Et donc on met un certain temps avant de revenir à un certain équilibre. Mais c'est ce qui fait notre force à ce moment-là, justement. Et ce désir aussi après d'accompagner les autres, ayant connu des souffrances, des difficultés, en sortant de tout cela. Et quand on analyse notre vie d'une manière différente et qu'en plus on apporte, on mène des actions dans ce sens-là, on a envie après de communiquer cela. Comment as-tu transmuté ces souffrances en bienveillance ? Alors, comme le dit si bien Frédéric Lenoir, que j'aime beaucoup et que je suis depuis quelques années, j'ai réussi à transformer toutes mes peurs en amour, une grande partie, et toutes mes ignorances en connaissance, déjà dans un premier temps. Et toutes ces souffrances, je les ai transmutées. Voilà. J'en ai fait mes alliés. J'en ai fait des tremplins pour rebondir sur d'autres fonctionnements. Des fonctionnements qui m'ont apporté le bien-être et la paix intérieure. Et la joie et le bonheur. Tu es passé, je crois, par une phase d'autodestruction. Oui, alors, étant donné que j'ai été élevée, déjà je suis issue d'une famille de 7 enfants. Donc il est difficile de trouver sa place. Et puis j'ai toujours été un peu contestataire, un peu révoltée, donc ce qui rendait pas facile, et particulièrement ma période d'adolescence, que je n'ai pas vécu véritablement en crise d'ado, on ne me donnait pas l'autorisation de la vivre. Donc je l'ai vécu bien plus tard. Qu'est-ce qui t'a empêché de vivre pleinement ton adolescence ? Parce que j'étais dans des croyances très limitantes. Et on ne pouvait pas s'exprimer, j'étais dans des interdits en permanence. Donc à un moment donné, j'étais comme une cocotte minute et pouf, j'ai explosé. Comme toute l'éducation que je recevais ne m'embarquait pas sur de la construction, je n'avais aucun sens dans ma vie et je n'aimais pas la vie. Tu as reçu une éducation religieuse très stricte. Oui. Conditionnante même, pourrait-on dire. Conditionnante, oui. Donc l'épanouissement, c'était compliqué là, de s'épanouir dans ces conditions-là. Mais j'étais bouillonnante, j'avais besoin, je sentais qu'il y avait une énergie très forte existante. Et cette énergie, après, j'ai su que c'était l'amour, cette énergie d'amour. D'ailleurs, le plus grand commandement de Jésus, c'est l'amour. Mais je ne l'ai jamais vu se manifester autour de moi. Dans ta religion ? Dans ma religion et dans ma famille. Mais je savais qu'elle existait, cette énergie. Et que cette énergie, grâce à cette énergie, on pouvait changer, modifier l'énergie du monde aussi. Mais pour cela, il m'a fallu le conscientiser, le comprendre moi, à travers mon être. Et par la suite, j'apprends que justement ce phénomène-là s'appelle la congruence, c'est-à-dire être à l'extérieur ce que vous êtes à l'intérieur. Mais quand vous avez été tutoré, limité pendant toute votre enfance et que votre schéma de construction parentale et sociale qui vous entoure vous contraint à un système de croyances limité, il est très difficile d'arriver à savoir qui vous êtes. Or, la clé de tout, c'est de savoir qui nous sommes, pour pouvoir, à ce moment-là, agir en congruence, être à l'extérieur ce que nous sommes à l'intérieur. Donc, il a fallu que je change complètement mon système de croyances. Et ce sont des rencontres qui m'ont mené à cela. Notamment le Dalai Lama. Voilà. Alors, j'ai rencontré le Dalai Lama le 12 août 2012. Comme Lise Bourbeau le note bien, vous avez des points bascules, des moments bascules dans votre vie. Et la rencontre du Dalai Lama
fut un de ces points basculants. Au préalable, au mois de juin, j'avais rencontré lors d'une conférence Mathieu Ricard avec Alexandre Jolian. Or, depuis quelques années, j'avais quitté cette religion sectaire et je ne voulais plus entendre parler de spiritualité. Et lorsque j'assiste à cette conférence, c'est le philosophe, Alexandre Jolian, avec Mathieu Ricard, qui est dans la philosophie bouddhiste, et qui me fait découvrir une autre forme de spiritualité, ce que je croyais à l'époque. Parce que je pensais encore à l'époque que la spiritualité était reliée à la religion. Or, la spiritualité et la religion, ça n'a rien à voir. Et ça change tout. Quelle différence fais-tu entre religion et spiritualité? Je dirais que la spiritualité, c'est les lois de l'esprit. C'est tout ce qui est en rapport avec l'esprit, et non pas des dogmes limitants. Et la spiritualité, au contraire, elle vous permet de développer tous vos potentiels. Et nous sommes puissants dans ces potentialités. Et peu de gens se rendent compte à quel point ils peuvent développer des facultés multiples grâce à cela. Et puis, à mes 20 ans aussi, je rencontre Jacques Salomé, Arnaud Desjardins. En 2012, je rencontre de nouveau d'autres personnes, Michel et Barbara Sicardi, du côté d'Annecy, qui chamboulent ma vie complètement parce qu'ils m'amènent à reconsidérer mon système de croyances, à travailler le détachement, à me permettre de découvrir la compassion, la bienveillance, toutes des choses qui résonnaient complètement en moi, mais que j'arrivais pas forcément à mettre de mots. Alors que j'étais sur ce chemin de ma découverte, de mon moi vraiment profond, je rencontre toutes ces personnes, je lis des livres, j'écoute des conférences, et puis Internet se développe de plus en plus, donc il y a de plus en plus de gens qui interviennent et qui présentent des sujets qui résonnent complètement en moi, ce qui fait que tout un tas de synchronicités se mettent en place. Et synchronicité, c'est extraordinaire, ça c'est un cadeau de la vie, c'est de l'univers, c'est magnifique. Vous vous ouvrez au monde, vous mettez une intention, et à ce moment-là, tout un tas d'éléments se mettent en place autour de vous. C'est-à-dire que vous rencontrez, lorsque moi par exemple j'ai rencontré le Dalai Lama, c'est comme toi Philippe, la même distance, et on était en petit comité, c'était un moment absolument magique. La veille, je ne savais même pas que j'allais le rencontrer. Et je me trouve face à lui, alors je suis quand même assez bavarde, mais là, plus de mots. Et j'essaye la télépathie, je me dis, bon voilà, j'essaye. Et je lui dis, si tu es vraiment l'homme que tu dis être, et si tu es vraiment venu ce pourquoi tu es venu, alors je veux bien recevoir de toi là, mais pas seulement pour moi, mais pour transmettre. Pour transmettre un enseignement avec justesse, avec discernement et dans la sagesse. Parce que ce qui est important pour moi, c'est vraiment d'être juste et d'avoir les mots justes. Et à chaque fois que je suis face à une personne, c'est pas ce qui m'importe, c'est pas ce que j'ai à dire, c'est que l'accompagnement, l'aide que je vais apporter sonne juste. Ça c'est primordial pour moi. Qu'aimerais-tu tout particulièrement partager et par quel biais? À travers tout ce développement personnel et cette découverte du moi, j'ai petit à petit laissé moins de place à mon mental pour permettre à mes intuitions de cœur de s'exprimer et de communiquer. Voilà. Alors, les outils que j'ai utilisés et que j'utilise chaque jour quotidiennement, c'est la méditation, tout en m'accompagnant de la respiration consciente, cohérente. J'utilise aussi les gratitudes. Les gratitudes, c'est très très important.
Les gratitudes, moi dans mon début de vie, je passais en revue toute ma journée et tout ce qui était négatif, je le relevais et je m'endormais là-dessus. Or, aujourd'hui, je fais tout le contraire. C'est-à-dire que chaque moment, tu vois, par exemple, ce moment-là avec toi, Philippe, c'est une gratitude à mon endormissement. J'aurais passé un bon moment, une belle lecture, gratitude. J'observe un beau paysage, en plus on est dans un endroit magnifique ici, gratitude. Et je m'endors avec ça. Voilà. Parce que c'est important de positiver chaque jour et d'habituer notre mental au positif. Alors dans mes conférences, j'explique beaucoup le principe de neurosciences. Nous renforçons ce sur quoi nous nous centrons. J'utilise aussi au quotidien des phrases comme des mantras. Un exemple, je vis telle situation, il y a quelque chose quand même qui me dérange, donc je travaille mon ego, je discute avec lui. Ça aussi, je l'explique dans mes séminaires, dans mon livre aussi, dans les différents ateliers. Et je me dis, que ferait l'amour dans cette situation-là? Si je dois poser un acte d'amour, plutôt qu'un acte de colère, de stress, etc., que ferait l'amour? Ça change tout. C'est magique. Michel, les thématiques et les ateliers que tu proposes sur la confiance en soi attirent beaucoup de monde, bien sûr. Mais il y en a également d'autres qui font ton succès, par exemple, comment trouver l'âme sœur, la productivité et la bienveillance dans les entreprises. Ouais. Évoquons aussi ce lien très fort que tu entretiens avec la nature et les animaux, un lien d'amour profond grâce auquel tu proposes des conférences et des formations en communication animalière. Ouais. Oui, ça c'est important aussi, parce que j'ai découvert la communication animalière avec Léo, qui m'a été offert. Et depuis, effectivement, j'apprends à communiquer avec les animaux. Et à communiquer aussi avec la nature, avec les arbres. Et vous pouvez retrouver le programme, les dates sur le site équilibrance.net. Merci beaucoup Michel pour cette entrevue. Merci à toi. Et à très bientôt, le plaisir de te revoir. Merci beaucoup.